Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, nous avons intitulé notre tour de table Macron, la France en crise. Nous en discutons avec Jacques Borde, journaliste et essayiste, responsable du site de géopolitique b4bord.com et auteur de plusieurs livres aux éditions Avatar. En préparation, un sur les renseignements israéliens. Pour rappel, Avatar Édition a publié en 2018 Le choc Macron, fin des libertés et nouvelle résistance de Nicolas Bonal. Vous trouverez tous les liens dans le champ de la description de la vidéo. Alors, 3 questions à l'ordre du jour. La première, quelle est la situation politique en France? La situation politique en France est à la fois simple et compliquée. Simple parce que tout change, mais en rien. Le régime du Paris nous promet la Lune, mais contrairement à Rome, où le président du Conseil, Conte, est obligé de repasser par la case Mattarella, celle du président de la République, pour sans doute reprendre le gouvernement en main, parce qu'on risque de lui reconfier le poste. Macron, lui, n'a rien à faire, parce qu'il n'y a pas de présidentielle avant un moment. Donc, pour l'instant, Macron, lui, campe sur ses positions, ne fait rien. Et en attendant, évidemment, la situation politique évolue. On a un sondage, mais les sondages, ça reste toujours les sondages. Il y a un sondage qui donne Marine Le Pen à 27% des intentions de vote. Mais vous savez, les sondages, il faut s'en méfier. On nous avait assuré que Trump allait repasser comme une lettre à la poste. Alors, effectivement, il y a eu des problèmes postaux, si on peut dire, et des problèmes de courrier. On s'y retrouvait avec des élections truquées, des rigged elections, comme disent les Anglais. Donc, il faut toujours se méfier. La situation politique en France, c'est ça à peu près. Mais est-ce que il y a eu des séquelles des histoires des gilets jaunes? On n'en entend plus parler. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que ce Alors, mouvement existe toujours? le problème des Gilets jaunes est difficile à appréhender parce que c'est un mouvement qui a réussi à rester apolitique. Donc, il y a toujours des mobilisations, mais le problème, c'est que ce ne sont plus des mobilisations massives. Alors, je crois qu'on parle pour le week-end prochain d'une mobilisation statique sur des places. À la limite, c'est peut-être la meilleure solution pour Macron. Il les laisse gueuler sur une place et il s'en occupe pas. Moi, je suis pas certain que le problème, les revendications des Gilets jaunes ne sont pas écoutées. Et ça fait plus d'un an que ça dure maintenant. Donc, si c'est comme pour les élections, Macron ne fait rien, il les supporte. En plus, il arrive à les décrédibiliser assez facilement avec le phénomène des Black Blocs. Et on remarque, si on prend les manifestations, c'est toujours la même chose. Quand vous avez les gilets jaunes, on utilise des moyens assez lourds contre eux, notamment des grenades de désencerclement, qui sont tout simplement des grenades militaires rebaptisées, et des LBD 40 qui vous défigurent quelqu'un à chaque coup tirant en direct. Curieusement, les Black Blocs, qui sont les opposants les plus armés, les plus violents contre la police, ces matériels ne sortent jamais. Donc, les gilets jaunes, je me demande, c'est très sympathique, est-ce que politiquement, ça sert à quelque chose? J'en suis moins sûr. Et les Black Blocs, aucun n'a jamais été arrêté pour l'instant. Si, il y en a qui sont là. Là, on a un autre problème, qui est le problème de la justice. Il y a le temps de l'actualité, le temps de la justice. La justice est toujours très longue. Donc, moi, personnellement, je n'ai toujours pas entendu parler d'un Black Bloc qui s'est pris de 3 ans de prison, 4 ans de prison pour violence aggravée, ni rien. Donc, je n'en sais rien. Mais alors, il y a des gens qui disent aussi, bien sûr, que les Black Blocs seraient des policiers déguisés, alors, ce qui provoque toujours la même réaction. On ne tape pas sur les collègues. Bon. Mais je ne sais pas. Les Black Blocs, pour l'instant, s'en sortent bien, alors que c'est un phénomène qui aurait dû être pénétré depuis le temps assez facilement par les renseignements généraux et neutralisé même de l'intérieur. Apparemment, il se porte toujours aussi bien. Bon, voilà. Alors, passons à la deuxième question. Avec la crise du Covid, comme on sait, c'est depuis un an, quelle est la situation sanitaire en France à l'instant et quelle est la politique de Macron pour faire face à ce virus? Alors, la politique de Macron est difficilement compréhensible.
Au niveau des constats, c'est très simple. Paris, ou plutôt le régime de Paris, que je dirais, que définirais comme latin crétin, entre les latins crétins, aura réussi à faire pire que tous les autres gouvernements européens. Si vous prenez tous les pays de la région, Paris a fait pire. On a même réussi à faire pire que la Grèce, qui est un pays ruiné et théoriquement sans moyens. Alors, c'est simple, le régime Macron, il a tout raté. Les masques, d'abord, il n'y en avait pas, alors qu'il servait à quelque chose au début. Après, il y en a eu, mais ils ont été indisponibles et souvent non conformes. Les petits fabricants ont été ignorés en attendant les livraisons de très gros fabricants. Vous savez, c'est un peu comme les panneaux routiers. On vous sort un panneau routier avec un nouveau chiffre et c'est toujours une entreprise amie du régime qui emporte le contrat. Il a dû se passer, à mon avis, la même chose. Après, on a ce qu'on appelle les lits. Alors, il y a deux catégories. Il y a les lits normaux, les lits de réa. Les lits de réa, qui sont ceux qui auraient dû être utilisés à cause des aggravations pathologiques du Covid, il n'y en a jamais eu assez et on en a jamais ouvert en plus. Et ils n'ont donc été ni suffisants ni disponibles. Bon, alors il faut aussi, non pas à la décharge de Macron, de dire que des 3 derniers présidents de la République, celui qui a fermé le plus de lits tout court, réa ou autre, c'est Nicolas Sarkozy. Cette espèce de fausse droite carchériste, comme je la nomme, parce que Sarkozy avait promis qu'il allait nettoyer les banlieues de l'endroit où Karcher, ça n'a jamais eu lieu. Bon, alors, la France a toujours fermé des lits d'hôpital, des lits en hôpitaux, et celui qui a fait pire, c'est Sarkozy. Le problème, c'est que Hollande a continué, et Macron a continué. On pourrait dire, à la limite, Macron, constatant une carence, aurait pu s'attacher à la corriger. Que nenni! Il a continué à fermer des lits, et des lits de réa. Donc là, effectivement, ça explique la situation catastrophique. Les gens qui mourent en EHPAD, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de morts en EHPAD, mais en EHPAD, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit de réa. Et si je ne me trompe pas, il continue en pleine crise du Covid à fermer des lits. Ah, tout à fait, c'est toujours la politique de la santé française. On ferme des lits et on ferme des hôpitaux. C'est-à-dire que c'est non seulement on ferme des lits dans les services, mais on ferme des lits dans les hôpitaux. Et on ferme les hôpitaux. Il y a une grande, par exemple, dans les équipes de SAMU, il y a une très grande spécialisation dans les accouchements maintenant. Parce que souvent, ils vont chercher les femmes à leur domicile, et l'accouchement se passe pendant le trajet. L'hôpital est trop loin. Alors, l'autre point, c'est la campagne de vaccination. Alors là, on a réussi à faire pire que pire et pire que précédemment. On n'a pas réussi à faire les vaccinations. On doit être toujours le dernier pays à vacciner. Alors, on peut discuter sur la validité et l'intérêt de la vaccination. Ça, c'est un autre débat. Mais les vaccinations qui devaient être la grande solution, on doit être le dernier pays d'Europe avec des situations aberrantes. Pendant plus d'une semaine, on a expliqué, on a laissé les médecins et les infirmières faire des vaccins sous-cutanés, alors que c'était des intramusculaires qu'il fallait faire. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont reçu des doses de malades, des ondes de vaccins, alors insuffisantes ou pas du tout. Le problème, qu'est-ce qu'on fait avec cela? On leur recolle une deuxième dose ou on les laisse passer au travers? Personne n'en sait rien. Et la deuxième dose qui risque de ne pas arriver, vu qu'il y a un problème de livraison. Ah oui. Et en plus, si je ne me trompe pas, on est en train de dire que 20% des doses vont être perdues à cause d'un problème de logistique. Il y a le problème des doses de vaccins. Il ne faut pas oublier que les vaccins se stockent dans des conditions précises. Si on les laisse dans des camions, dans des cartons, si on les met sous un bureau parce qu'on ne sait pas où les mettre, je ne sais pas très précisément quelle est la température à laquelle un vaccin anti-Covid doit être stocké. Donc, je ne veux pas l'avancer. Mais les vaccins, ça ne se stocke pas n'importe comment. Mais il y a aussi un problème c'est comme le lait, ça se périme facilement. Donc, à un moment, on ne peut pas non plus vous coller des cartons, puis à un moment, on les ressort et on s'en sert, et s'ils sont périmés, ça ne sert à rien.
Mais il y a aussi eu une ratée sur sur le vaccin lui-même. Je veux dire, Ah oui, la oui, France, bien sûr. qui est la patrie de Pasteur, ne va pas produire de vaccin, finalement. Alors, ce qui est hallucinant, c'est qu'effectivement, le groupe Pasteur ne produit pas de vaccin. Mais le problème, Ils avaient promis d'ailleurs. c'est un problème ancien. Moi, je me souviens, je connaissais des gens qui travaillaient à Gustave Roussy, hôpital spécialisé dans d'autres traitements, il y a 30 ans, alors que c'était un lieu prestigieux. On m'avait expliqué que Gustave Roussy, quelqu'un qui travaillait, c'était plus du tout ça. Pasteur, c'est pareil. On vit sur des gloires passées. Donc, en fait, si on veut entre Trump versus Macron, Trump 2-0, vu qu'il a réussi, lui, à produire et à livrer deux vaccins en décembre. Tout à fait, oui. Ouais, ça, Bon, c'est épatant. Donc, il y c'est a un eu, peu ça. En disant que si j'étais méchant pour certains de membres du gouvernement, je dirais même que c'est stupéfiant. donc, il y a eu raté du gel, raté du gel, raté des masques, raté des tests, raté des lits, raté des vaccins et raté de la vaccination. C'est à peu près Vraiment ça, oui. beaucoup raté, quoi. C'est tout. Non, mais là, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'exception. Il y a toute une série de choses qui auraient dû être faites. Alors, en plus, certaines ont été faites dans le désordre. Mais en plus, ces choses qui se sont déroulées, c'est simple, on a tout raté, on n'a pas réussi une seule chose. Et on confine toujours. Et on confine toujours. Bon, alors le Enfin, on troisième confine, volet, entendons-nous, on confine les gens chez eux, mais quand on va m'expliquer que dans un pays qui est quand même, bon, il y a les campagnes et la ville, mais il y a au moins 30 à 40% de la population mondiale qui est urbanisée maintenant, et ces gens utilisent des moyens de déplacement de masse. oui, Tant qu'on ne pense pas à ce problème, ça ne sert à rien de confiner. Confiner, il fallait le faire au début, comme les chez à Wuhan, ou en phénomène Ebola, mettre à l'écart. C'est simple, comment dire, le confinement, les vaccins, c'est une partie d'un tout. C'est pas un tout en soi. Donc, si on fait qu'une chose et pas les autres, ça ne sert à rien. absolument. Et donc le troisième volet maintenant, c'est la situation sécuritaire de la France. Alors, elle est à peu près aussi catastrophique que les deux autres. Et alors, on peut passer par des exemples. On a eu ce qu'on appelle l'affaire Yuri, qui est un pauvre gamin. Un pauvre gamin. Maintenant, les médias commencent à dire que sa femme exploitait les femmes de ménage, comme si ça justifiait qu'un ado de 14 ans se fasse passer à tabac. Il a été littéralement sacré. Alors, c'est très simple. Ça a eu lieu il y a 15 jours. Ben, au stade où on en est, zéro arrestation, zéro déferment au parquet, et alors au parquet, et pire, zéro cacique du gouvernement, que ce soit un ministre, un secrétaire d'État ou un préfet, du régime de Paris qui se soit rendu au chevet du pauvre gamin. Le pauvre gamin, il est qu'un bel à l'hôpital Necker, enfant malade. Il me semble que les gens du gouvernement à Paris savent à peu près où ça se trouve. Personne n'est allé le voir. C'est étonnant. Mais, Alors, mais la le situation problème, se détériore dans plusieurs villes en France au niveau ah oui, mais sécuritaire. ça, c'est un incident. Pourquoi est-ce que cet incident est devenu fameux? Parce qu'il y a une vidéo du passage à tabac du massacre. Je vous rappelle que dans cette affaire, le parquet a retenu une volonté intentionnelle de tuer. Hein. C'est pas deux, trois claques. Et donc, on a vu ce gamin se faire massacrer avec allongé, c'est-à-dire qu'il est tombé tout seul, donc il ne présentait aucun danger. Il y a une dizaine de jeunes qui sont curieusement vêtus comme ce qu'on appelle les bandes ethniques de banlieue, qui se sont acharnés dessus au dernier moment, un des derniers, à un mec a donné un grand coup de marteau sur le crâne. C'est un miracle qu'il soit encore vivant, à mon avis. Alors, le problème, c'est alors là aussi, Macron, pas Macron. Alors, Macron, oui, mais alors le problème, qui aujourd'hui, et pas hier, hein, livre nos enfants aux pédocriminels, ben, c'est la droite carchériste du Sénat qui a voté, puisque le Sénat est majoritairement de droite. Donc maintenant, l'âge pénal, il est à 13 ans. Pas l'âge, pas la responsabilité pénale. L'âge pour le consentement sexuel, pardon. Qui a arrêté l'expulsion des délinquants étrangers? Ben, la droite carchériste sous Nicolas Sarkozy. Donc, c'est vrai que Macron, c'est comme pour les vaccins, il n'a pas fait marche arrière et essayé de réparer les choses, mais il n'est pas le seul responsable de la situation.
Mais donc, on a surtout, on a une situation catastrophique, surtout au niveau politique, au niveau sanitaire et au niveau sécuritaire. Donc, en principe, Macron ne devrait pas être réélu l'année prochaine. Ça, vous savez, les élections, c'est autre chose. Alors moi, ce qui me gêne un peu dans cette affaire, c'est quand même, si vous prenez les phénomènes de bande, il y a énormément de gens qui nous parlent de guerre civile. La guerre civile, c'est classique, c'est bon, il y a plus, bon, on peut parler de libanisation. Il y a des gens qui se réfèrent à l'exemple de la Yougoslavie. C'est des choix. Moi, je commence à me demander si ça ne ressemble pas plutôt au Rwanda, où on a vu des gens quand même tuer à peu près 1 million de personnes, hein, c'est pas rien, sans armes quasiment. Et ce que je veux dire, ces espèces de bombes de cité, ça fait penser à Interamwe, c'est les bombes du Rwanda. On a la même chose dans les cités. C'est des bombes qui agressent, qui tuent, qui violent en toute impunité. D'ailleurs, l'efficacité de la police française, on l'a vu aussi au Bataclan, et l'efficacité de l'armée française, on l'a vu au Rwanda. Donc, et qui arrive à commettre des violences sans jamais se faire arrêter et avec rien. Parce que ça, c'est ce qu'avait très bien démontré le professeur Lugo, parce qu'au moment du Rwanda, on nous a dit, mais c'est des massacres à la machette. Non, non, ça s'est fait à coups de bâton, coups de gourdin, de planche à clous. Les instruments les plus dangereux, les armes les plus létales, c'était les instruments de jardin. Donc ça, je veux dire, ça veut dire que dans un pays désorganisé, où il y a un manque de volonté politique, on n'a pas besoin d'avoir des milices armées jusqu'aux dents avec des milliers de kalachnikovs pour tuer des tas de gens. C'est toujours un problème de responsabilité politique. Et donc, le malheureux Yuri, bah, il s'est fait massacrer à coups de batte de baseball et de béquilles. Une béquille, c'est fait pour aider les gens à se déplacer. Et la police n'a même pas fait une seule arrestation pour l'instant. Ou même pour l'instant, c'est zéro. C'est-à-dire, je veux dire, aucune arrestation, aucun déferment au parquet, rien. Et je vous dis, même pas un responsable, un préfet, un sous-secrétaire d'État qui est allé voir, comme par exemple quand Hollande est allé voir le fameux Théo à l'hôpital. Non, Yuri, il est avec sa mère et sa famille. Alors, et en plus, maintenant, il risque pas d'avoir de visite parce que Libération commence à s'intéresser à la mère qui aurait une société d'entretien, qui aurait exploité odieusement des femmes de ménage. Alors, tout en disant que cette affaire n'a aucun lien avec la précédente. Alors, je ne vois pas pourquoi Libération ou Collaboration, si vous voulez l'appeler ainsi, parle des deux affaires en même temps puisqu'elles n'ont aucun rapport. Il y a donc, à mon avis, aussi une volonté médiatique de nuire. Et pour conclure, au niveau opposition politique à Macron ou opposition au système, alors, allez-y, oui. Non, est-ce qu'il y a une organisation politique d'opposition à Macron et au système? Moi, je pense que la seule carte politique, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais que ça soit que ça va marcher, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Par exemple, les gens qui nous parlent, par exemple, il y a souvent, on nous sort des personnages de la boîte, comme des lapins. Alors, Zemmour dit des choses excellentes, mais ce n'est pas un politique. Et la politique, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Le général de Villiers, dont on nous parle, alors c'est un militaire, c'est pas non plus un politique. Puis ce qui me gêne dans le général de Villiers, c'est que d'abord, pour atteindre le poste qu'il avait dans l'armée française, il a dû donner beaucoup de gages au système, et à peine sorti du cadre militaire, il s'est mis au service d'une entreprise américaine qui semble très liée au Deep State. Bon, à mon avis, c'est pas le bon ticket, c'est pas le ticket gagnant. Et il y a Florian Philippot qui a pris de bonnes positions en ce qui concerne le Covid et les Gilets jaunes, et qui a créé le mouvement des Patriotes. Est-ce qu'il a l'avenir?
Moi, je pense qu'il y a un avenir, mais je pense surtout que ça serait que les gens se remettent ensemble. Je veux dire, par exemple, bon, on a bien vu la querelle de Philippot, bon, qui a fini par quitter le Front National, et ces querelles assez récurrentes avec Marion Le Pen. Ben, qu'est-ce qu'il est allé faire intelligemment? Ils ont fait, je crois, une réunion et un programme ensemble. Donc, tout est possible. Mais si les gens restent éparpillés dans tous les sens, ça va être mal interprété par l'électorat qui va se disperser. Donc il faut éviter la dispersion. Je vous rappelle que les prochaines vraies élections, c'est les présidentielles. Donc si vous commencez à avoir 4 candidats différents, c'est perdu d'avance. Et il y a toujours le réflexe de voter pour le président sortant. Alors, il y a eu longtemps un truc qui desservait Marine Le Pen, c'est ce qu'on appelait la théorie du vote utile, qui faisait qu'on préférait voter pour les candidats de la droite molle, ce que j'appelle maintenant la droite carchériste. Je crois que maintenant, les électeurs ont compris et se disent que le vote utile, c'est surtout plus cette droite-là. Maintenant, Qu'est-ce qui va se passer, on verra. Mais il y a toujours le fameux plateau de verre, là, le plafond de verre. Je pense qu'il existe toujours, mais est-ce que ça jouera comme avant? Parce qu'il y a quand même, moi, ce que je lis souvent, notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'évidemment, le vote utile, c'est Marine. Pourquoi? Parce que le dernier sondage la met devant tout le monde. Elle est quand même à 25%. Oui, elle doit avoir 4 ou 5 points d'avance sur Macron. Il semblerait que l'année prochaine, les élections présidentielles vont être une réédition des élections précédentes. Mais avec Marine en premier. Il y a de fortes chances. Voilà. Après, on verra. Je remercie notre ami Jacques Borde et on conclut comme ça l'émission de Café Noir. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez du sujet traité. Merci. Bonsoir.